I have a package for you. Salut à tous et bienvenue dans le 13e épisode de votre podcast favori. Je suis accompagné de Yann, Coucou. de Thomas Salut. et de Candice. Bonjour. Aujourd'hui, Brieux n'étant pas là puisqu'il a la voix de Palpatine et qu'on ne peut pas accepter ça sur ce podcast. Je suis Hugo Gasparini et bienvenue dans Recommander. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, avant de faire notre chronique, on va parler d'actu. Alors Candice, quelle est ton actu aujourd'hui ? Bah moi je vais vous parler de Notre-Dame. Ouais. Waouh. Waouh. Notre-Dame. Waouh. Ben non mais samedi, donc demain pour vous, Ouais. ça fera 4 ans jour pour jour que l'incendie de Notre-Dame s'est produit et que la flèche a chuté du toit de la cathédrale. Et donc du coup on a quelques petites infos sur l'avancée des travaux. Pour information, la flèche va être reconstruite bien à l'identique. Ah ouais. Les questions se sont posées Ouais. pendant longtemps. Donc sur le modèle de l'architecte Viollet-le-Duc, elle fera toujours 96 mètres de haut, reconstruite avec les matériaux d'origine, donc du bois de chêne et du plomb pour la couverture et les ornements. C'est hallucinant, hein, le bois de chêne, 220 tonnes juste pour la flèche. Ouais, c'est un délire. Et je sais plus exactement Rip tous les chaînes de France. pour le plomb, mais je crois que c'est un truc genre 140 ou quelque chose comme ça. Ah oui, en plus, il y avait un documentaire sur Arte qui était hyper intéressant là-dessus, où il parlait comment ils choisissaient les chênes. Et en fait, c'est pas des chênes énormes, mais il faut que les chênes ils soient tout droits. Du D'accord. coup, ils allaient dans des forêts où les chênes étaient hyper droits le plus possible. Ils choisissaient chêne par chêne En fait, ce qu'ils prenaient. ce qu'ils expliquent, c'est qu'ils cherchent pas forcément. On a cette légende un peu autour des chênes centenaires Ouais. qui feraient justement les poutres, et c'est pour ça qu'on appelait ça la forêt. Je sais plus, c'était pas millénaire ou un truc comme ça. Bah, il y avait Ouais, un un truc truc comme ça, ouais. vraiment en mode c'est des vieux arbres qu'on a pris. Et en fait, pas du tout. En effet, c'est plutôt des bois jeunes qui sont droits, mais pas forcément. C'est surtout qu'ils travaillent avec la courbe du bois. Justement pour Ouais. trouver les bons endroits où ça s'assemble. Enfin bon, bref. Ok. On vous invite vraiment à regarder ces 3 documentaires, ces 3 épisodes documentaires sur les travaux de Notre-Dame, la reconstruction, et surtout l'évaluation des dégâts. Ça, et aussi les découvertes archéologiques qu'ils ont Ouais, fait parce dans qu'ils le ont fait des sous-sol. découvertes arhéologiques, et puis... Suite à l'incendie, c'est ça? Ouais, Bah suite oui, à c'est l'incendie. ça. Ok. Et ils Parce- disaient c'est une chance énorme parce que jamais on n'aurait pu fouiller s'il n'y avait pas eu ça. Heureusement que ça a cramé. Oui, en fait... Les chaînes ne disent pas ça. Bah, c'est le seul moment, quoi. Ils ont pu sonder le sol, notamment à des endroits où il y avait eu des grosses chutes sous la flèche, justement. Mais au-delà de ça, au-dessus des voûtes, c'est des lieux auxquels ils n'avaient absolument pas accès. Donc là, d'un coup, ils ont pu découvrir la façon dont les constructeurs, les architectes, mais même juste les maçons de l'époque, quel mélange ils faisaient, comment ils faisaient fonctionner ces forces entre elles. Ça a fait avancer les connaissances sur l'architecture gothique et romaine, mais de façon fulgurante. Ok. Donc c'est très triste ce qui s'est passé, mais on a appris énormément de choses grâce à ça. C'est un tant pis pour un tant mieux. C'est ça. Exactement. Et donc du coup, la nouvelle que je voulais vous donner, c'est que ce samedi, la pose du tabouret de la flèche aura lieu. Donc c'est 80 tonnes de matière qui vont être posées comme socle de la flèche. Et à partir de là, justement, on va pouvoir, nous les Parisiens, voir de nouveau la flèche s'ériger dans Paris. Ça devait arriver normalement aux alentours de printemps. Donc ça commence ce samedi, ça devrait prendre un petit moment. Et on est toujours dans les temps pour espérer avoir la cathédrale de nouveau ouverte pour décembre 2024. D'accord. Donc Juste après les JO, quoi. Juste après les JO, ouais. Ils Ok. peuvent pas tout faire en même temps. Ah bah ça c'est sûr. Merci beaucoup Candice. Bah de rien. Yann, Scandou. quel est ton actu ? Oui, moi je comptais vous parler du nouveau film L'honneur des voleurs, donjons et dragons, Ouais. qui vient de sortir au cinéma. On vous en a déjà parlé sur notre Instagram. Abonnez-vous. Mais je comptais revenir dessus parce que je suis un gros joueur de jeux de rôle et que évidemment ce film me donnait envie, bien que m'effrayait beaucoup, parce qu'on connaît les dernières adaptations Ouais. Donjons et Dragons qui sont pas brillantes. Hein. Les 2 derniers films, ouais, c'était pas... Ouais, on est sur Surtout du là, top nanar, mais en même temps, quelle difficulté d'adapter cet univers-là. D'autant après les films de Peter Jackson, on passe sur des gros niveaux de fantasy. Ouais. Et comment t'adaptes ça, quoi? Comment t'adaptes un univers où tout est magie? Est-ce que Ouais, tu puis rends ça drôle? Tu Comment tombes tu rends ça vite dans le dramatique? cliché en plus. Exactement, avec des personnages qui sont
généralement too much. Et apparemment, ils ont réussi. Apparemment, on a un très bon casting. Le film est drôle sans tomber non plus dans ce truc qu'on a absolument dans tous les films Marvel en ce moment, de blague sur blague, et finalement le scénario ne tient plus debout. Ouais, ou plus rien n'a d'importance, c'est parce ça, qu'il plus faut rien que des d'importance. vannes, quoi. Exactement. Apparemment, on s'attache au personnage, le film est super quali, et ça mérite d'être vu. Voilà. Bah, Petit d'accord. film à voir en famille, et vraiment en famille, pour le coup, il n'y a pas de sang, donc même les plus jeunes peuvent y aller. C'est vrai PG que 13. quand on en avait entendu parler, entre nous, on avait un peu clashé le truc et Ouais. on se disait, Ouais. à tous les coups, ça va être un navet, on va Les encore bandes avoir annonces font honte. peur, hein. Ouais. Les bandes annonces, ça fait Ah ouais, Thor ouais. Ragnarok, mais cheap, quoi. Ouais. Bah, je vois particulièrement la scène avec le squelette là, qui ressort du cercueil. Je pense que dans le contexte du film, Ça peut être marrant. ça peut être marrant, mais Mais là, ça fait juste peur. sorti comme ça, tu te dis, je sais pas. Et bah d'ailleurs, petite anecdote pour cette scène-là, c'est que le doublage en VF d'autres petits zombies qui se font réanimer est fait par JDG, Seb du Grenier et AlphaCast. Oui, Ah, il y a Alpha aussi, je savais pas. Ok. ouais, cool. je crois que d'ailleurs JDG disait que AlphaCast, il avait trop une bonne voix directe, il avait Ouais. trouvé. Et Seb, surtout. Et Seb Seb, est ouais. dingue. Vraiment fait Seb pour est le dingue. doublage. Et JDG avait essayé de faire sa voix à lui, Ouais. et c'est là genre, non, c'est pas du tout ce qu'on veut. Ça marche pas trop. Ouais. Ça marche pas trop, faut que tu trouves un truc. Bah voilà ce Finalement, qu'il c'est faut pas faire dingo. pour accéder au doublage. Je vais faire des vidéos sur les jeux vidéo. Et puis... Peut-être C'est 15 ça le jours. monde dans lequel on vit. Bah, merci Coup de pied dans la beaucoup, Yann. fourmilière. Avec plaisir. Thomas, Oui. ton actu, s'il te plaît. Alors, on a eu beaucoup d'actu ces derniers temps, beaucoup d'images aussi. Donc, j'aurais pu vous parler, entre autres, des premières images de la série sur le pingouin, dérivé de The Batman. J'aurais pu vous parler des premières images de la série The Continental, dérivé de l'univers de John Wick, qui fait bien envie. De la série animée Stranger Things, qui est dans les cartons. De la nouvelle série dérivée Game of Thrones. J'aurais pu aussi vous parler de la nouvelle série Harry Potter, qui fait un peu débat. Des premières images d'Ahsoka Tano et de toutes les séries Star Wars. J'aurais pu aussi évoquer comment parler de tout plein de sujets, tout en disant qu'on les évoquera pas. À demain, du coup. Mais non, aujourd'hui, je vais vous parler rapidos de 3 films Star Wars qui ont été annoncés. Il faut savoir qu'en ce moment, les films Star Wars, c'était pas la priorité du côté de chez Disney parce que la postologie, puis un épisode 9... C'était pas dingo. Ouais, voilà, compliqué. Mais pour autant, il y a 3 films où la hype est un peu différente selon les projets. Déjà, ils ont annoncé un premier film qui va être concentré sur Rey Skywalker Palpatine, appelez-la comme vous voulez, L'enfer. qui se passe 15 ans après les événements de l'épisode 9. Donc pour la petite histoire, d'après ce qu'on a compris, elle créera un nouvel ordre Jedi. Jedi. C'est réalisé par Charmin Obaid Chinoy, qui a déjà travaillé pour Disney sur la série Miss Marvel. Donc autant vous dire que ça donne pas très envie pour ma part. Le personnage, je m'en fous un peu, tout ça. Enfin bref, donc je comprends pas vraiment où ils veulent aller. On aurait pu éventuellement parler du nouvel ordre Jedi que faisait Luke entre les épisodes 6 et 7, ça aurait été plus intéressant. Ils ont annoncé un deuxième film réalisé par Dave Filoni qui conclura le Mandoverse, soit les séries The Mandalorian, Book of Boba Fett et Ahsoka. Personnellement, je suis très très fan du monsieur, c'est lui qui... Ah oui, c'est celui qui est aux commandes de Clone Wars. De Clone Wars, de Star Wars Rebels, de Ahsoka. Il a écrit beaucoup d'épisodes de Mandalorian. Ok. Donc à voir, ça m'intrigue. Mais le projet qui, moi, m'a vraiment rendu tout chose, c'est réalisé par James Mangold. James Mangold, c'est le gars qui est derrière Logan. C'est le gars qui va être derrière le prochain Indiana Jones, qui a réalisé aussi Le Mans 66. Et c'est un projet qui revient aux origines des Jedi, genre 25 000 ans avant Ça, c'est cool. Ça peut être bien. avant Ça les peut être grave trucs. cool, ouais. Le Ça, moment si c'est où, en pas bien. théorie, les Jedi, ils ont leur sable laser, ils sont branchés, alors une machine dans le dos. Et justement, Je il n'ai veut comme en ça. faire une fresque biblique, un truc très... Ça va faire ultra steampunk un peu, non dans le Ah, c'est style, cool. Moi, j'ai c'est l'idée, oui. j'ai Ouais. hâte de voir. Je me Ouais. dis qu'ils ont dévoilé une toute nouvelle frise chronologique où d'ailleurs l'ancienne République est maintenant un peu canon dans l'univers, donc visiblement ils vont l'exploiter plus tard. Mais là, revenir aux origines des Jedi, je pense que c'est le projet qu'il fallait faire en Bah, ce moment. c'est l'idée la Vraiment. moins con en fait. Enfin, Pour relancer désolée un peu du Star terme, Wars. hein, Non, je suis mais d'accord. parce qu'il y a un moment donné à faire toujours après, t'as l'impression qu'il n'y a rien qui se réinvente réellement et en même temps il pompe le truc jusqu'au bout. Jusqu'à la moelle. Et ouais. d'ailleurs c'est pour ça que quand on regarde là, tous les films Star Wars ou les contenus Star Wars qui ont eu du succès dernièrement, c'est quand même que des
projets annexes Ouais. à l'histoire principale, quoi. Complètement. Tu vois Andorre, tu vois Andorre, Rogue One, Mandalorian, Mandalorian, tous ces trucs-là. Ça a eu un succès fou. Pourquoi ? Parce qu'on allait chercher à côté de la grande histoire ou parce qu'on allait chercher... Si on a envie de voir Oui, d'autres parce gens, que non Ouais, c'est ça. les deux trilogies Skywalker, ça a terminé l'épopée Skywalker, en fait. Et qu'on n'en voulait pas forcément plus. C'est pour ça, t'as raison, c'est une qu'il a super pas idée été d'aller fait. dans le passé. Je suis Donc, curieuse. Et en donc plus, voilà. il y a des super écrits dessus, des super comics, s'ils s'en inspirent, ça peut être un... Bon, la seule Ouais. question, c'est est-ce qu'ils vont encore et toujours nous faire revenir sur Tatooine ou est-ce qu'ils vont trouver une autre planète ? En fait, c'est de là que ça démarre. Ouais, c'est ça. Tatooine. Tu reviens. Tout démarre toujours En fait, de Tatooine. et Parce le que premier, il The s'appelle Mandalorian, Skywalker. c'est pareil aussi. Je vais hurler. Je vais hurler. Eh ben, merci beaucoup, Thomas. Avec plaisir. Merci Toto. Et toi, c'est quoi ton actu? Eh ben moi, je vais vous parler d'une BD qui est sortie la semaine dernière pour nos auditeurs qui nous écoutent pour cet épisode, donc le 7 avril 2023, et qui s'appelle « Nous n'irons pas à Paisley Park ». Alors Paisley Park, qu'est-ce que c'est ? C'est le studio un peu légendaire de notre cher chanteur Prince, D'accord. et multi-instrumentiste. J'ai l'impression en plus que t'aimes bien ce gars-là. Non, j'ai vraiment aucun... c'est un peu notre oncle qu'on n'a jamais vu dans ma famille. Enfin bref, voilà. Alors, de quoi ça parle ? C'est au moment de la mort de Prince, donc le 21 avril 2016, il est retrouvé mort dans son ascenseur qui allait de son studio à sa maison. Et en fait, il y a un disquaire dans Paris, donc ça c'est l'histoire de la BD, hein. Il y a un disquaire dans Paris qui apprend cette nouvelle et qui, fou de tristesse, décide de partir là-bas avec son meilleur client et d'aller retrouver des enregistrements de Prince et Miles Davis qui existent vraiment dans la vraie vie Ok. et que vraiment dans la vraie vie on n'a jamais retrouvé. Ok. Voilà. Et en fait, ils décident d'aller au studio, d'entrer par leurs propres moyens, on ne sait pas, parce que je ne l'ai pas encore lu, mais D'accord. j'ai hâte. Et en fait, ils décident d'y aller et de voir est-ce qu'ils peuvent retrouver ces trucs-là. Donc j'ai trop hâte de le lire. C'est pour les fans de Prince, pardon, c'est forcément bien, parce qu'il y a plein de dessins de lui, etc. Donc c'est super. Est-ce que tu dirais que t'es un fans ? Moi, je suis un fan de Prince. T'es plutôt un ouais. fans de Prince. Je suis pas un fan, parce que je suis tellement fan que j'en suis plusieurs. T'en as plusieurs. Bien sûr. Je vois. Bien sûr. Ouais. Bon, on va passer à la chronique. Voilà. Et la chronique, c'est Toto qui s'y colle. Waouh, vous avez trop de la chance. On vous surveille. Le gouvernement possède un dispositif secret, une machine. Peut-être pas tant finalement. Elle vous espionne jour et nuit, sans relâche. Je l'avais conçue pour prévenir des actes de terrorisme, mais la machine voit tout, tous les crimes impliquant des citoyens ordinaires. Le gouvernement juge ces crimes non pertinents, mais pas nous. Traqués par les autorités, nous travaillons dans l'ombre. Jamais vous ne nous trouverez. Mais victimes ou criminels, si votre numéro apparaît, nous vous trouverons. Voilà comment débute chaque épisode de la série qui nous intéresse aujourd'hui, Person of Interest, créée par Jonathan Nolan, une série comportant une centaine d'épisodes, 103 pour être exact, répartis sur 5 saisons entre 2011 et 2016. Mais d'Ivoire, Nolan, il y a un lien avec Christopher. Mais oui, enfin. C'est le frangin de ce bon vieux Christopher qui est aux commandes de la série, et c'est pas n'importe qui, Oh là là. puisque Jonathan a collaboré avec son frangin sur les meilleurs scénarios de Christopher, à savoir Memento, l'adaptation du Prestige, The Dark Knight et sa suite The Dark Knight Rises, et enfin Interstellar. Autant vous dire que quand il s'attelle à une série, je m'attends qu'elle soit particulièrement bien écrite. Ok, alors, Person of Interest, qu'est-ce que ça raconte ? Eh ben, la série raconte l'association de John Reese, ex-agent paramilitaire surentraîné de la CIA, présumé mort, et du mystérieux milliardaire Harold Finch. Ce dernier a créé, comme dit Attends. dans le générique... C'est de la famille de David Fincher. Non, ça n'a rien à voir. J'aurais adoré, mais pas du tout. Harold Finch a créé, comme dit dans le générique, une machine, un système de surveillance de masse qui a accès à tous les micros, ceux de nos téléphones par exemple, et toutes les caméras qui pullulent notamment à tous les coins de rue. À partir de ces informations, cette machine est capable de prédire les actes terroristes dans le monde, des crimes jugés pertinents par le gouvernement américain. Cependant, la machine voit tout, même les crimes non pertinents, considérés mineurs par le gouvernement. S'étant rendu compte du pouvoir immense qu'il a donné au gouvernement américain, Finch a créé une backdoor à cette machine pour accéder au numéro de sécurité sociale des crimes non pertinents révélés par le réseau de cabines téléphoniques de New York. C'est là que Reese intervient, sur le terrain, à la fois espion et homme d'action, un justicier, en somme. Parce que si Finch et la machine connaissent ces numéros, ils sont incapables de savoir si ce nouveau numéro va être la victime ou le criminel. Reese part donc littéralement à la recherche d'une personne d'intérêt,
C'est un terme utilisé aux États-Unis pour les personnes impliquées dans des enquêtes criminelles, recherchées aussi bien en tant que témoins, que victimes, que de possibles coupables. Alors dans ce résumé, tu évites de parler de 2-3 éléments de contexte, comme pourquoi cette machine a été créée par exemple. Est-ce que tu peux nous détailler un peu ça ? Oui, je vais revenir un instant sur le contexte de la création de la série qui, à mon sens, est capital pour l'apprécier, parce que si on la prenait d'abord pour une sympathique série de SF d'anticipation, elle s'est très violemment inscrite dans la réalité et l'actualité. Je m'explique. Jonathan Nolan, c'est un gars qui a toujours été fasciné par la technologie et l'utilisation qu'on en fait. Dans ses œuvres précédentes, on a vu que c'était déjà un peu le cas. Je pense à Batman qui utilise les téléphones des civils pour les sonars. Le fameux moment un peu glauque où Alfred se... Ouais, c'est ça. Ou non, Fox, c'est Fox qui ouais, dit c'est un pouvoir trop grand pour moi, donc il y a déjà cette réflexion qui est derrière. Le robot Tars aussi, qui montre que le robot peut être très intelligent. Le traitement de la magie dans le Prestige, il y a aussi cet aspect très technologique. Bref, il découvre notamment la puissance de la surveillance civile aux États-Unis, surtout depuis un événement très particulier, les attentats du 11 septembre 2001. Suite aux attentats qui ont évidemment profondément marqué les États-Unis, on le sait, on est au courant, les États-Unis signent le Patriot Act le 26 octobre 2001. Donc le Patriot Act renforce immensément les pouvoirs des différentes agences gouvernementales, comme le FBI, la CIA, mais aussi la NSA. Les axes principaux de cette loi sont notamment d'augmenter la sécurité intérieure contre le terrorisme, d'augmenter les procédures de surveillance et d'améliorer les renseignements. Tiens. C'est une loi finalement, on va pas se mentir, c'est demandée. C'est censé protéger, mais ça fait vachement flipper quand même. Et c'est une loi qui est vraiment demandée par les Américains au sortir du 11 septembre, parce qu'ils sont encore traumatisés, ils se sentent impuissants, ils veulent être en sécurité, ils n'ont pas vu venir le truc, quoi. 14 jours après en même temps. 15 jours. Un peu plus d'un mois, comme c'est en octobre. Ah, c'était octobre, pardon, oui. Je croyais que tu disais septembre. Un mois, ils ont très vite chapeauté le truc. Ouais. Et c'est comme ça que de nombreux véritables programmes de surveillance, qui vont inspirer la machine de la série, évidemment, vont voir le jour, comme le programme Stellar Wind, qui va récolter de nombreuses bases de données des citoyens américains, comme leur email, leurs conversations téléphoniques, leurs transactions financières, leur activité sur Internet. Certains programmes disparaissent, tous, pensent la plupart des Américains. La série commence donc 10 ans après les attentats, donc je sais pas si vous vous souvenez, mais à cette époque-là, c'était encore très présent, les attentats. Ben Laden est mort quelques mois auparavant, il est mort en mai 2011, et il y a beaucoup d'œuvres culturelles qui reviennent aussi sur ces tracts terroristes, je pense à la série Homeland, entre autres. Arrive du coup Person of Interest, qui annonce à tous les Américains qu'on les surveille, qu'un homme a créé une intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est que ce mot, qui est capable de voir et écouter tout ce que nous faisons, d'annoncer qu'un crime va être commis, une sorte de Minority Report, dans un contexte un peu plus actuel, finalement. C'est fort. Et sans 4 gars qui baignent dans l'eau. Sans 4 gars qui baignent dans l'eau, et ça, c'est un peu bénef quand même. La série présentera même un épisode en 2012, où un lanceur d'alerte veut annoncer au monde entier que le gouvernement américain surveille ses concitoyens, qu'une machine est là, partout, tout le temps. Une belle fiction, finalement. Quelque chose, en hommage. Oui, c'est une fiction. Un hommage à Orwell, sans doute. 6 juin 2013. Coïncidence avec des faits réels. 6 juin 2013, Edward Snowden annonce au monde entier que la NSA surveille les Américains et le monde à travers les programmes de surveillance Prism et X-Keyscore, entre autres. La saison 2 de Person of Interest s'est alors achevée à peine un mois auparavant, et la saison 3 est en préparation. Est-ce que le public prenait pour une sympathique série d'anticipation? Là, d'un seul coup, on peut se dire... Oui. Non, ok, il y a une vraie part de réalité. C'est pas comme Black Mirror, quoi. C'est pas comme Black Mirror. C'est Black Mirror. Et c'est là, à mon sens, que la série prendra tout son envol. Ok, et pour revenir à la série, alors, comment ça nous est présenté, cette histoire? La série, c'est une série comme on n'en fait plus. En fait, il y a des grosses saisons de 22-23 épisodes qui passent à la télé. Netflix n'avait pas encore lancé à l'époque son catalogue en ligne, tout ça n'existait pas. Donc c'est une vraie série du début des années 2010. Et si la série est au départ un peu procédurale, donc j'entends par là un peu comme Les Experts ou comme le Esprit criminel, à savoir un épisode égale un numéro, à la fin l'histoire se termine et merci, bonsoir. Il va y avoir de plus en plus de fils rouges qui se tissent au fur et à mesure des saisons, et la mythologie de la série s'élargit petit à petit grâce aux flashbacks présents dans presque tous les épisodes. On revient notamment sur la création de la machine, évidemment, avec Finch et son associé Nathan Ingram. C'est à mon sens l'un des axes fondateurs de la série et l'un des axes les plus passionnants. On reviendra aussi sur les Black Ops,
de John Reese lorsqu'il était à la CIA et qui ont tous plus ou moins un lien avec un certain programme à sécuriser qui ne doit pas tomber entre de mauvaises mains ou les mains des pays ennemis. Ces fils rouges, on les a aussi évidemment avec les différents antagonistes de la série, particulièrement bien écrits, mais ça on y reviendra, et ils vont prendre beaucoup plus de place, de là même à délaisser petit à petit cet aspect procédural pour avoir de vrais arcs narratifs qui vont durer pendant plusieurs épisodes, voire 3, 4, 5 épisodes entièrement consacrés à c'est cet étonnant arc-là. pour des séries de l'époque. Ouais, et c'est vraiment ce qui fait la force, à mon sens, de cette série. Bon, on a compris que tu aimes cette série pour ce qu'elle raconte, son contexte, sa narration aussi, ce qui est important pour une série évidemment, mais t'as pas beaucoup parlé des personnages, tu peux développer un peu ? Ces personnages sont incroyables, on va pas se mentir, hein. Les relations prennent corps au fur et à mesure des épisodes, c'est ce qu'on attend d'une série en même temps. Tout d'abord, je vais vous parler des deux personnages principaux, je vous en parle un petit peu depuis le début. John Reese est interprété par un Jim Caviezel, alors je sais pas si vous voyez qui c'est un gars qui avait joué dans La Passion du Christ, et qui a été blacklisté par tout Hollywood parce qu'il a fait ce rôle-là, où en fait il jouait Jésus, tout simplement, et c'est pas passé auprès de pas mal de gens. Il est resté connoté à notre cher... comment il s'appelle ? Mel Gibson. Mel Gibson. Ouais. Et Mel Gibson, à cette époque-là, il était blacklisté de dingue. blacklisté de ouf. Et ce rôle, c'est un peu sa résurrection, finalement, et il est parfait. Vraiment, il pète la classe partout, dans tous les plans. Il est parfait dans ce rôle de cet espion glacial, surentraîné, presque robotique. Il y a vraiment quelque chose dans le regard quand il est sur le terrain. Où on se dit, c'est une machine de guerre, c'est John Wick avant l'heure, littéralement. Mais les flashbacks et certains événements dans la série montrent qu'en fait, tout ça, c'est qu'une carapace et à quel point il est vraiment sensible et humain. De l'autre côté, on a Harold Finch, mon personnage humain préféré dans toute cette série, interprété par Michael Emerson, le Linus de Lost, si vous avez vu Lost à l'époque. Finch s'entoure de mystères lors de la première saison, mais les flashbacks et la création de la machine étoffent un personnage en vérité presque shakespearien, au destin tragique et très solitaire. Wow. Le duo fonctionne parfaitement. Ils apprennent à se connaître au début, évidemment, d'abord dans la méfiance, puis ils vont apprendre à se faire véritablement confiance. Les deux sont pince sans rire. Ils se balancent des punchlines l'un l'autre. C'est une série où on se dit pas « Ah bah tiens, je vais me marrer devant cette série ». Je vous jure qu'il y a des... des moments où tu rigoles. Ouais, il y a des punchlines où tu te dis « Waouh, celle-là, elle est assez folle ». Généralement, ça marche très bien dans les séries qui sont assez sérieuses. Des moments où il y a de la vraie... du vrai humour très bien placé. C'est exactement ça. On est presque à la limite du buddy movie par moment. D'accord. Tellement les deux sont dans ce délire-là, quoi. Les autres personnages, ceux qui deviendront des protagonistes au fur et à mesure de la série, ne sont eux aussi pas en reste. Je pense au personnage de Fusco, qui est un flic ripou, coincé par Reese, et qui suivra un petit peu la voie de la rédemption pour recouvrer son intégrité. Alors, c'est pas un spoil, parce que ça arrive très très vite dans la série. Là où j'aurais très envie de vous parler d'autres personnages, des personnages de femmes très fortes, de personnages de Carter, de Ruth et de Shaw. Et là, j'entrerai directement dans le spoil, et donc du coup, je peux pas vous en parler, mais ce sont des personnages qui me sont très chers. Je pense que tous les personnages sont merveilleusement bien écrits. Vous comprenez que j'aime beaucoup cette série, et je pense que j'ai très rarement vu des personnages aussi bien écrits, à mon sens, surtout dans une série qui passait à la télé, etc. etc. Parfois, on se dit aussi qu'il y a des personnages où on va se dire, bah tiens, eux, c'est des personnages procéduraux qu'on va voir une fois, comme dans tous les épisodes des experts et tout et tout. Et souvent, ils reviennent. Parfois, on s'y attend pas du tout. On se dit, bah c'est génial, j'avais tellement aimé ce personnage-là, je suis tellement content qu'il revienne l'espace à nouveau d'un épisode, 2, 3, c'est assez fou. C'est comme des petits guests sans être des guests, finalement. Tu le ressens de la même manière. Bah, c'est un peu ça. Ouais. C'est pas des guests parce que les gens sont pas giga connus, tu vois. Ouais, mais c'est des bons comédiens. Ouais. Et les personnages étant bien écrits. Les personnages sont... T'es content de les retrouver. Ils sont charmés à chaque fois. Je pense au personnage de Zoe Morgan qui va un petit peu fissurer la carapace de Reese où t'es en mode... Ah, Zoé. Aïe, Zoé Morgan. Je vais parler aussi des antagonistes qui sont loin d'être en reste. Ceux qui reviennent et qui tissent à eux seuls certains fils rouges. Ils sont tous ultra charismatiques. Ils pètent la classe à fond. Ils sont excellemment écrits. Ils présentent évidemment plusieurs faces. Ils ont un combat parfois entendable, tel Thanos, entre guillemets. On est loin du méchant un peu bébête où on se dit, bon, allez, il est chiant. Je pense au personnage de Elias, qui est un jeune parrain de la mafia qui veut conquérir tout New York, qui est tout bonnement incroyable. Il est aussi magnifiquement servi par son thème musical. On va revenir un peu dessus aussi. Je veux aussi parler des personnages de Ruth,
Puis avant, je disais, il faisait partie des protagonistes, maintenant des antagonistes. Hop, tu nous as spoilé. Hop là, Oh, les spoils, mais il avait dit qu'il dirait rien. J'en dis pas plus, vous verrez bien, et du tout-puissant Samaritain. Mais pour moi, le personnage de la série, le personnage iconique, est le seul qui n'est pas interprété par un comédien ou par une comédienne. Je vais évidemment parler de la machine en elle-même, omnisciente, quasi omnipotente. Elle nous est présentée avant même qu'un humain n'apparaisse à l'écran. C'est simple, en fait, on voit tout à travers ses yeux. La série se raconte à travers la machine, directement. C'est elle va forcément évoluer, évidemment, et nous, spectateurs, allons en être témoins grâce au montage et aux animations entre les scènes. Évidemment, il n'y a pas de personnage qui va parler à la place de la machine, donc tout est fait par le biais du montage, par le biais de la mise en scène. Mais tu sens réellement une personnalité. Ah, et un vraiment. truc c'est fou, vraiment. ça. C'est assez fou. À travers les différents flashbacks, on découvrira du coup sa naissance, ses échecs, ses réussites, le pouvoir qu'elle a, tel un dieu omniscient, mais à l'âme d'enfant. Elle espionne les gens et utilise ce pouvoir, mais finalement, pour le plus grand bien. On assiste à ces moments de doute, ces bugs. On nous présente du coup un véritable personnage, une intelligence artificielle, véritablement, avec des sentiments, avant même que ChatGPT voit le jour. On est en 2011, je vous rappelle. Le souhait principal de Jonathan Nolan pour ce personnage, c'était de présenter une intelligence artificielle radicalement différente des autres intelligences artificielles qu'on a l'habitude de voir, genre les Skynet pour les Terminator qui sont très méchants, le HAL de 2001 de l'Odyssée de l'espace, c'est pareil. Cette fois, on a une intelligence artificielle qui a des principes, qui a une morale et qui veut vraiment faire le bien. Tout est réfléchi dans ce personnage, rien n'est laissé au hasard, il est complet, il est beau, il est poétique. Alors, ok, super. T'as d'autres choses à dire sur cette série? Genre, pourquoi tu la kiffes? J'en ai plein. J'en ai encore plein. Je pourrais disserter pendant des heures. Je vous promets d'essayer de raccourcir un petit peu. La série est très cool aussi pour ses scènes d'action, évidemment. C'est un vrai divertissement. On s'ennuie pas devant. Elles sont télévisuelles, certes, télévisuelles de 2011, encore une fois. Assez simples, finalement, mais elles m'emportent, moi, directement dans l'histoire. Et Jim Caviezel, je vous l'ai déjà dit, il pue la classe. Le gars, tu vois qu'il a appris à faire des high kicks, des machins. Enfin, ça c'est fou. Les scénarios comportent tous des rebondissements assez fous. On nous présente à chaque fois une situation, et presque tout le temps, il y a un twist de dingue. Il faut pas se fier aux apparences. C'est vraiment des twists auxquels tu t'attends pas? C'est vraiment des twists c'est du twist un peu... C'est du twist parfois où t'es en mode, oui bon, allez, il va se passer ça, on le sait. On le sait, on l'a compris que c'est un peu trop facile que là, ce soit lui le criminel, est-ce qu'il serait pas victime? Tu t'attends jamais totalement à la réponse. Voilà, c'est ça. Parce que tu te doutes qu'il va y avoir un twist. C'est mais ça. La question, c'est est-ce que tu devines quel va être ce twist? Pas souvent. Enfin, moi, Okay. j'ai été surpris. Bon, là, j'ai commencé pour la 3e fois, donc maintenant, je connais un petit surprend peu. encore, mais elle est forte, la série. Mais j'aime encore beaucoup la voir, évidemment. C'est une série qui se passe à New York, et c'est vraiment tourné avec des vrais décors de New York. Ils sont allés, pour les décors extérieurs, ils sont vraiment allés sur les lieux. Je trouve que ça se ressent. Il y a une vraie ode à tout ce paysage new-yorkais. On est loin de la carte postale Emily in Paris version US, entre guillemets. On va au Oui, j'allais dire, c'est pas les décors de Friends pour le fait Non, New pas York, du tout. quoi. C'est vraiment, on va dans Manhattan, on va dans le Queens, on va dans Brooklyn. On est pauvre, on habite dans un appart à 4 qui fait 200 mètres carrés en plein Manhattan. Et on travaille pas. Et on travaille pas. Là, c'est vraiment pas du tout ça. Parfois, on a ça parce qu'ils présentent des personnages ultra friqués. Oui. Mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Moi, ça me donne très envie d'aller voir cette ville, d'aller y vivre l'espace d'une semaine ou deux et de vraiment la découvrir. Je trouve qu'on voyage. On voyage avec cette série, en fait. On voyage. Et enfin, je vais vous parler de sa musique. Certainement la meilleure chose dans cette série, tout le score de la série est composé par un certain Ramin Djawadi. Ouh, le fameux. Certains le connaissent. On le connaît pour son travail sur Game of Thrones et son spin-off House of the Dragon, sur Westworld aussi, ou sur le premier Iron Man, entre autres. Mais ce qu'il fait ici, désolé, mais c'est ma BO préférée, quoi. Pour moi, ça surpasse Game of Thrones à tout point de vue. God, c'est très très bien, mais la série... Là, c'est utiliser toutes ces compositions. C'est presque s'il n'y a pas de moment sans musique en fond. Il y a toujours des nappes, quelques notes qui colonisent finalement la scène littéralement. Les musiques rendent épiques certains passages, notamment les combats, mais aussi poétiques certains événements ou certaines lignes de dialogue à la portée très philosophique, prononcée par un Michael Emerson qui est particulièrement touchant. C'est simple, j'ai réécouté quelques musiques en venant tout à l'heure, et en écoutant un simple extrait, je peux me surprendre parfois, avoir un peu les larmes aux yeux, tant ces moments m'ont vraiment marqué par le message qu'ils transmettent. Je trouve que la série nous permet vraiment d'avoir ça, d'être transporté et de nous marquer, vraiment.
Pour conclure, je pense qu'on a tous compris, tu recommandes particulièrement cette série. Bah oui, vous l'avez compris, j'aime cette série. Je suis particulièrement atterré qu'elle soit à tel point sous-cotée que personne n'en ait quasiment entendu parler, qu'elle soit totalement inconnue. Certainement parce qu'elle a été diffusée sur une grande chaîne américaine, qu'elle est un peu vieille maintenant cette série. Mais croyez-moi, peu de séries arrivent à allier à ce point mystère, enquête, action, poésie, réflexion philosophique et science-fiction d'anticipation et réflexion sur les intelligences artificielles avant même qu'elles soient mises en avant comme elles le sont aujourd'hui. À nouveau, le contexte, à mon sens, fait tout. Quand on voit aujourd'hui les images des programmes de surveillance chinois qui octroient les bons points à la population chinoise, les images de caméras de surveillance des autoroutes qui arrivent à lire des plaques d'immatriculation, ou dernièrement, certainement le plus révoltant d'ailleurs, le programme de surveillance iranien capable de détecter si une femme est voilée ou non, je ne peux que penser à l'imagerie qu'a fait Person of Interest et à ses réflexions avant-gardistes sur l'utilisation de ces technologies. Malheureusement, la machine n'est qu'une fiction, n'est qu'une utopie qui fait le plus grand mal d'espionner tout le monde, tout le temps, mais à des fins bonnes et justes. Pour l'instant, ce qu'on fait avec les intelligences artificielles, c'est d'espionner tout le monde, mais pas forcément pour les meilleures fins. Pour la suite, Jonathan Nolan, pour la petite info, il a fait aussi Westworld, il a fait aussi la série Périphérique, que j'ai pas encore eu l'occasion de regarder, et il travaille actuellement sur l'adaptation du jeu vidéo Fallout, donc autant vous dire que c'est un mec un peu assuré. Ah ouais. Il est un peu occupé, quoi, comme Il est gars. un peu occupé. Ça te donne envie, hein, Fallout. Il fait pas mal de trucs, là, en ce moment. J'ai envie de vous dire, regardez cette série. Mais on la regarde où? Bah malheureusement, nulle part en ce moment. Je suis Aïe. dégoûté. Aïe. Heureusement que tu Tu fais sais une que chronique, La, quoi. la, C'est la bien. sauce, ouais. Tu sais que là, tu m'as donné juste trop envie de la voir. Ouais. Et, Bah, et là, tu viens de me briser le cœur. Bon, bah j'ai- écoutez, les auditeurs, vous avez le droit d'insulter Thomas dans la prochaine... Je suis vraiment désolé, quand j'ai Question. commencé à écrire cette chronique, tout était disponible sur MyCanal. Et le mois dernier, ils ont tout enlevé. Et pour l'instant, il n'y a pas encore de plateforme qui a repris tout ça. Si vous voulez vraiment voir cette série, je vous invite vraiment à trouver les DVD ou à la trouver par d'autres canaux. Elle vaut vraiment le coup, vraiment. La piraterie n'est jamais finie. Je suis le capitaine Jack Sparrow. Voler une voiture? Jamais. À la fin, croyez-moi, vous n'entendrez plus jamais une sonnerie de téléphone de la même manière. Oh, tu m'as m'étonnes. hypé. Eh oh, ben, tu m'as hypé. merci Ouais. beaucoup, Thomas. Merci. C'est trop envie. chouette. Avec plaisir. cool. Vraiment, ça me donne Ouais. trop envie. Ça donne envie. J'en avais déjà entendu parler quelques fois de la série. J'avais vu des images, mais je crois que quand j'avais commencé à la regarder, j'étais trop jeune, donc j'avais un peu regardé comme ça, puis ça m'avait pas fait accrocher. Mais bon, là, je veux la voir. Bah, la première saison, justement, a ce côté procédural et je trouve qu'elle donne pas très envie de continuer, entre guillemets. On sent poindre Ça quelque donnait- chose, tu vois. Ça donnait mais... peut-être l'impression que c'était un peu en mode oui, bon, bah c'est encore une série Voilà, c'est ça. avec des Une énième experts série, ouais, une qui série télé, résout quoi. des trucs. NCIS. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Oui, Ouais, genre on peut- oui, on toute pouvait la se dire, série, ok, des experts NCIS, Alors qu'en Pose fait, et compagnie. pas quoi. du- alors qu'en fait, pas du Ouais, tout. elle a pas trop mal vécu ce passage, bah, justement, de toutes les séries qui étaient diffusées à la télé, maintenant l'explosion des séries avec des beaucoup plus gros budgets, que ce soit sur Netflix ou Amazon. Bah, à mon sens, le fait qu'elle soit sur. C'était diffusé sur CBS de mémoire aux Mhm. États-Unis. Donc, en gros, c'est TF1 pour faire. Ah oui, Ouais, d'accord. ouais. Pour Yeah. faire vraiment gros en gros. Donc elle a pas eu l'effet escompté quoi. Elle a eu aucun prix par Ouais. exemple. Ouais. Elle a alors quand que- même tenu 2011 à 2016. Ouais, ils ont le droit quand même à Donc 5 saisons. c'est- Et il y a une vraie 5 fin belles ou saisons. pas Et il y a une vraie fin, Pas dégueu, contrairement à Westworld, qui Ouais. n'a pas eu le droit d'avoir Ouais. sa Alors saison que finale, c'était pas mal. Hein. alors qu'ils l'ont annoncé depuis le début. Bon après, les saisons 3 et 4, c'était un peu compliqué, mais bref. Là, il y a une vraie fin, une fin en plus magnifique. Enfin, D'accord. Évidemment, je vais pas en même parler. la Vous fin voyez est pas bien, la quoi. tête de Thomas, Même mais la il fin- fait une tête de vraiment, c'est trop Il est bien. pas- Je Ouais, peux pas ouais, vous ouais, spoiler, quoi. Les yeux brillent. Vraiment, cette série me passionne. Je pense que je me la refais une fois tous les 2-3 ans. Ah ouais, d'accord. Ouais, elle m'a profondément marqué, tous les messages qu'elle véhicule, toutes les réflexions qu'il y a autour des intelligences artificielles. En fait, c'est un peu la V0 de ce que va faire après Jonathan Nolan sur Westworld, et notamment sa saison 1, où après il va y avoir des personnages vraiment beaucoup plus intelligents, où il va vraiment revenir sur cet aspect, est-ce que les intelligences artificielles ont un libre arbitre? Ça, Ouais. c'est vraiment ce que va travailler Westworld. Toutes ces premières réflexions arrivent déjà dans Person of Interest et Et c'est super. c'est vraiment super. Et J'ai pas d'autres mots. En termes d'image, Alors, je veux dire,
c'est pas une série HBO. Pas se Ouais, mentir. non, ça, c'est parce que tu te dis, bon, première saison en 2011, quand tu vois aujourd'hui les qualités des caméras, D'autant, c'était quelque chose, C'était Ouais, pas écrit pour la dégueu. télé, Oui, oui. Non, mais mais- je veux dire, c'était pas horrible non plus à l'époque, mais on est tellement habitué à des programmes avec des qualités où tout est Enfin, tu vois, c'est au top, ouais. Ouais, enfin voilà, c'est ça. Donc, est-ce que aujourd'hui, avec ce recul-là, tu prends pas trop un petit stop sur. Pour moi, ça a très bien vieilli. Mais il faut qu'on... Yann se fout de ma gueule. Mais il y a aussi évidemment une remise dans le contexte, plus une remise dans le contexte télévisuel. Ouais. En fait, Oui. Oui, c'est une vraie parce que du coup, série oui. télé, donc qu'ils c'est un ont truc dû qui coller va... les premières saisons et après ils ont C'est pris ça. un peu leur envol à eux. C'est ça. Ça Mhm. Voulait, va quoi. pas y avoir de fulgurance dans... Mm. J'allais dire dans la mise en scène, si, par le biais de la machine, mais sinon, les plans, ça va pas chercher beaucoup plus loin. Mais C'est pas un truc très arty. tu vois. J'imagine que ça s'arrange quand même au fur et à mesure, au fil ouais. des saisons. Ouais. Bah, sur la dernière saison, ils ont eu le droit de conclure. Ils ont eu Ouais. le droit à 13 épisodes où vraiment la chaîne leur a dit c'est la fin là, donc Mille tes Vous- paquets. concluez vraiment vos intrigues. Et on sent que du coup, ils ont le budget de 10 épisodes en plus, entre guillemets. Ouais, ok. D'accord. Ah, c'est cool. Ok. Et C'est vraiment une belle fin, du coup. Ouais, la fin est très belle, autant visuellement que philosophiquement. C'est une entre belle guillemets. évolution, en fait. Ouais, c'est encore une fois, c'est une série C'est une histoire. vraiment magnifique. C'est une histoire où il y a vraiment un début, un vrai milieu avec une cassure. Là, je suis au milieu de la saison 3, donc à peu près au milieu de la série, et il y a vraiment énormément d'axes qui se clos Mhm. et d'autres qui se rouvrent, et on se dit, c'est complètement fou, les gars, qu'est-ce que vous faites Et il y a une fin. Habituellement, je suis déçu des fins des séries, vraiment. C'est Lost, dur, les fins de série. Lost, j'étais dévasté. Mais en Fringe, général, j'étais une dévasté. fin, c'est dur. Hein. Même Breaking Bad, j'étais en mode, bon, d'accord. Je l'avais plus ou moins entreaperçu, tout ça. On parle pas de Game of Thrones. On parle pas de Game of Thrones, c'est évident. Là, c'est la fin, c'est pour moi la meilleure fin de série. C'était la plus logique, avec une belle ouverture entre guillemets aussi, une belle portée dans la mémoire du spectateur. Regardez cette série, j'ai pas d'autres mots. Nous la regarderons. nous. Nous la regarderons, oui. Merci beaucoup. Dès qu'elle sera Monsieur sur Antoine. une plateforme. Dès qu'elle sera sur une plateforme. Ou, Eh bien, on euh, va passer ou au ça. reco. Oui. Yann, Tout à fait. quel est ta reco du jour? Oui, alors, événement un petit peu Alors, particulier, puisqu'aujourd'hui, moi, je vous recommande un bouquin. Je suis pas sûr que ce soit déjà Tu sais arrivé. lire? Alors, non, je l'ai écouté en bouquin audio. Ah oui. Mais J'ai du coup, eu- c'est j'ai eu très peur. Très, c'est très peur. Corruption de Don Winslow, paru en 2018. Et donc, on suit l'histoire d'un flic, Denny Malone, qui est donc le fer de lance avec son équipe de la Manhattan Comment... North. Excuse-moi. Oui, redis le nom. Excuse-moi, comment il s'appelle Denny Malone. Ah, ok. Alors, j'ai la voix dans la tête, mais j'ai malheureusement plus son nom du monsieur qui me lisait ce livre audio dans mes oreilles, mais il avait une voix magnifique, il avait une façon de dire son nom. C'est Denny Malone. Il est seul. C'est un policier. C'est génial. Et donc je reprends. Donc, Denny Malone, comme je disais, fer de lance avec son équipe de la Manhattan North Special Task Force. Et voilà, c'est un policier qui vit à la dure. Et donc on va suivre ce flic désabusé et au penchant plus qu'au violent dans une ville qui le mérite, ou du moins qui a eu le mérite de le créer. Et donc on nous dépeint ici une ville de Manhattan sous héroïne qui a déjà entamé sa descente en enfer. Une ville où personne n'est innocent, où même le flic le plus intègre reçoit des pots de vin et tape dans les prises de drogue. L'écriture est forte, et honnêtement, l'auteur, il réussit vraiment la mission de nous dégoûter de l'univers sur lequel il écrit, d'autant quand on sait le travail colossal de recherche qu'il fait en amont de ses romans. Donc il montre en fait un monde réel, bien sûr, qui sue un peu la saleté. Voilà, c'est le monde réel sous ses plus sombres penchants. C'est trash, c'est cruel, et perso, j'adore ça. Donc voilà un polar comme on aimerait en lire plus souvent. Alors à tous les amateurs du genre, je vous conseille de le lire, ou sinon de l'écouter en livre audio, si vous êtes un petit flemmard, si vous savez pas lire. Et en France, c'est disponible aux collections noires. D'accord. Voilà. Très bien. Et il a fait d'ailleurs plein d'autres livres. Il fait parfois des petites sagas, je pense à La Griffe du Chien, je crois que ça s'appelle, qui parle des cartels, il me semble, mexicains. D'accord. Et il a tendance à tellement se ressourcer, c'est vraiment nourri comme écriture. Ok. Bah, du coup, D'accord. ça me dit un truc. Tu peux redire le nom du... Griffe du Chien.
Non. Ah non, de celui-là du gars. C'est Corruption. Ah, non, le nom du gars. Ouais, l'auteur. Là, ok, moi je peux dire tous les romans. Ouais, hein. ouais. C'est Don Winslow. D'accord. J'allais Et non dire pas Ron Denis Weasley. Malone. Et pas Ron Weasley. Évidemment. C'est vrai. Merci beaucoup, Yannou. De rien, avec plaisir. Toto. Oui, T'as moi, beaucoup. j'ai beaucoup parlé, donc je vais aller très très vite. Allez voir le film Super Mario Bros. Il est fou. Oui. C'est un vrai shoot d'énergie. On allait le voir avec Hugo. Moi, le geekos qui est en moi est conquis. Oui. C'est très très drôle. J'ai envie d'acheter une Tu peux Switch. chanter la chanson? C'est très très beau. Je peux pas chanter la chanson. Parce que vous savez pas, mais il est arrivé juste avant l'enregistrement en chantant la chanson de Bowser dans le film. Ouais, justement, mention spéciale à cette chanson qui est un banger absolu. C'est Jack Black qui fait la voix de Bowser dans le film et c'est en VO. Et il chante une musique pour Peach et Jack Black est complètement déjanté. On l'avait vu en VF avec Hugo et la VF est aussi très très bien servie par son doubleur Jérémy Covillo. C'est une musique où Oui. elle vous restera en tête pendant très très Elle est très, très, très très, longtemps. très bien. Le film est très très bien, très familial. Les Mais gamins pas que. et pas que. Les gamins vont être conquis, les ados vont être conquis, les adultes qui ont grandi avec Mario vont être conquis. Et si vous ne connaissez pas Mario, bah c'est pas grave. Il y a Vous plein de serez refs. conquis aussi. Il y a plein de rêves, Il y a mais plein de pas refs, besoin d'y mais on n'a pas besoin de les connaître. Exactement. Ça bref. reste un bon film. Ça reste un excellent film. Allez voir Super Mario Bros. C'est au ciné en ce moment. Eh ben, merci beaucoup, Toto. Avec plaisir. Candice, Merci, ton Toto. actu. Oui, bah écoutez, moi comme... Non, c'est pas mon actu, c'est ma reco. Taroko, pardon. Bah oui, voyons. Pour changer, en ce moment, je n'arrive pas à regarder des nouveaux programmes. J'arrête pas de dire à chaque recommandation ou chaque chronique des copains « Oh, c'est trop bien, je vais trop m'y mettre et je vais regarder !» Et en fait, pas du tout. Je rentre et j'ai la flamme et je me dis « Tiens, je vais me regarder How I Met Your Mother » ou je ne sais quoi. Et bref, là, je me suis remise à regarder The Mandalorian parce que je me suis dit, quitte à regarder Ah, quelque je connais chose de pas cette nouveau... série. Voilà, on en parlait au début, donc rien d'original. Non, mais avant de démarrer la saison 3, je me suis dit, allez, on se remet dans la 1 et la 2, ça fait longtemps, j'ai été déçue par Boba Fett, faut se remettre dans le bain, quoi. Et donc, dès le premier épisode, je suis retombée totalement in love de Grogu. Oui, il est trop mignon. Thomas a fait la même chose il y a longtemps, oui. il a regardé The Mandalorian et c'est le premier retour qu'il nous a Oh là là, fait il est aussi. vraiment tellement chou. C'est ça, Pedro Pascal, toujours aussi Ouais, fort, fou. Jon Favreau, toujours au rendez-vous. J'ai envie de dire que toutes les planètes sont alignées. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Oh. Faut savoir que Candice et Hugo ont une poupée de Grogu chez eux. Ouais. Et actuellement, elle me regarde. Ouais. Oui. Et ça me terrifie. Et elle Je pourrais utilise pas dire que d'essayer la le force. Mandalorian c'est pas bien, parce qu'elle me regarde droit dans les yeux. J'adore ta série. Et Elle pour va le te coup, bouffer comme les œufs du lézard. sinon. Ah pour non. le coup, t'as pas encore commencé la saison 3, Non, c'est pas ça Non. encore. Eh ben, la saison 3 est à certains épisodes un peu inégal à mon sens, Ah, mais On pourrait en parler pendant 45 on minutes. pourrait en parler pendant 45 minutes, Bon. mais vraiment. Bon, re-regardez vaut la le coup. première et Ouais, la ouais. 2 au cas où. J'ai Et entendu puis, de très bons retours. vous Ouais, pouvez, il y a- vous pouvez checker aussi les Quelques épisodes, 3... c'est fou. Ouais, les 3 épisodes qui sont dans Boba Fett, Oui. où on voit The Mandalorian. 7. Exactement, avant de regarder la 3 et de faire votre propre idée de est-ce que c'est inégal et qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est nul. Et puis après, vous pourrez dire à Thomas, non, mais c'est faux, je suis pas du tout Non, mais d'accord je suis pas avec du tout d'accord toi. avec toi. Ou alors vous C'est pourrez que de la dire, merde, c'est- ou alors tout était trop bien. Voilà, Eh ben, merci beaucoup, Candice. bah de rien. Et toi, Hugo, ta petite reco là Eh ben, moi, Marocco, je vais faire de la pub pour un podcast. Alors, rassurez-vous, On va vous parler de recommander. Alors, Vous ne connaissez l'épisode pas 13 de recommander recommander. ne hurlez pas. C'est un podcast qui s'est terminé en 2014. Ah. Donc, on est à l'abri. Old. Tout va bien, d'accord. Donc, c'est un podcast qui est sorti sur France Inter, qui est écrit, produit et interprété, enfin pas interprété, mais dont la Animé. chroniqueuse est animée, pardon. Tu es quand même Merci. animateur, hein, je te Mais- rappelle. Oui, c'est ça, je sais pas ce que je suis. Donc animé par Rebecca Manzoni, qui aujourd'hui fait un podcast qui s'appelle Totémique sur France Inter. Et en fait, ce podcast s'appelle Éclectique, celui dont je voulais vous parler. C'est un podcast, en fait, où donc Rebecca Manzoni donne rendez-vous dans un lieu choisi par son invité. Donc elle va interviewer une personne, donc c'est souvent des artistes, de temps en temps c'est une personne politique, mais très rarement. Et en fait elle va passer une demi-heure à 45 minutes à discuter avec cette personne. Et en fait ils sont que deux. Il y a pas de... C'est entrecoupé de 2 musiques pendant l'épisode. Et eux discutent. Et c'est super bien parce que c'est un temps
de réflexion. L'artiste, enfin la personne qui est en face d'elle est lui-même, vraiment. Les 5-10 premières minutes, évidemment, il est très... Souvent, les gens sont sur la défensive parce qu'ils jouent Format un peu leur radio, rôle, un peu. leur personne, etc. Et en fait, elle les met tellement en confiance, elle a une voix hyper douce, hyper agréable à écouter, et elle les met en confiance, elle leur parle, et en fait, ces gens-là finissent par se livrer et vraiment discuter avec elle et être eux-mêmes. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Alors, on pourrait se dire que, vu que c'est fini depuis 9 ans, c'est très difficile à trouver. Et en fait, non, c'est pas si difficile. C'est que plus ça. facile à trouver que Persons of Interest. C'est plus facile Ça à a trouver. l'air plus facile en Bon, tout il cas. y a une petite manip, je vous la fais très rapidement. Ah. Il faut aller sur l'appli France Inter. On jailbreak l'iPhone. Ok. Vous êtes sur l'appli France Inter, vous sélectionnez le nouveau podcast que Rebecca Manzoni fait, c'est-à-dire Totemi, et là il faut scroller sur l'écran tout en bas, donc ça demande un petit peu d'effort. Vous arrivez à 2014, où vous trouvez juste... Faut quand même en descendre 9 ans, quoi. Non, mais Ah, la en fait, crampe au elle a doigt. fait une pause de 5 ans. Donc d'accord. ça fait de 2020, de 2019 à 2014 directement. D'accord. Très bien. Voilà. Et donc vous arrivez à 2014 et vous trouvez juste le prénom et le nom de la personne qu'elle interviewe, sans explication, sans rien. Vous cliquez dessus et vous êtes Transporté. dans Éclectique. Waouh. Voilà. Et je vous le conseille, c'est vraiment très très bien. Ouais, Cool. tu m'as fait Ouais. écouter un extrait juste avant Avec l'émission Paul Vord, avec, d'ailleurs. avec Benoît Paul Vord. Et ouais, ça a l'air très cool. Ça a l'air très cool, ça elle m'a a une belle instantanément- voix en plus. Ah oui, elle a une voix. Ouais, magnifique. ouais, elle a une voix. Elle a une voix. Bon bah voilà, c'était ma reco. Bah merci. Bah merci à vous, merci Candice, Bah merci. merci Yann, Avec plaisir. merci Toto. Avec plaisir. Au revoir tout Brieux, le monde. on Brieux. t'embrasse de la hauteur. Merci, Hugo, Hugo. je suis parti trop tôt. Merci à vous, je suis Hugo. C'était recommandé. Au revoir.